Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous être connectés pour le webinaire Logiciel malveillant, se protéger des variants grâce à l'analyse morphologique. Nous attendons encore pendant quelques instants les participants qui sont en cours de connexion. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire sur les logiciels malveillants intitulé « Se protéger des variants grâce à l'analyse morphologique ». Les co-animateurs d'aujourd'hui sont Régis Lost, CEO de Cyberdetect, et moi-même, Emmanuel Mancier, Security Consultant and Business Development chez OB. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, dans un premier temps, nous présenterons brièvement les sociétés Cyberdetect et OB, avant d'aborder le contexte cyber, puis les limitations des défenses classiques face aux variants des logiciels malveillants. Nous vous proposerons une piste de solution au travers de l'analyse morphologique avant de réaliser une démonstration en direct et une séance de questions-réponses avec vous. Régis, je te laisse présenter Cyberdetect. Merci Emmanuel. Effectivement, donc je suis Régis Lost, je suis le président, le CEO de la société Cyberdetect. Cyberdetect est une société spécialisée dans l'analyse et la caractérisation de codes malveillants dans les fichiers exécutables. On est une spin-off du laboratoire LORIA, qui est le laboratoire lorrain de recherche en informatique, qui est spécialisé aujourd'hui également dans l'étude de malware. Nous sommes aujourd'hui 11 collaborateurs. Et c'est nous qui avons développé cette technique dont on va parler tout au long du webinaire d'analyse morphologique au travers de notre logiciel qui s'appelle Gori. Je laisse la main à Emmanuel. Merci Régis. Donc OB est un groupe de conseil français qui possède environ 6500 ingénieurs et consultants. Nous intervenons sur les différents domaines de l'informatique, du support au développement, en passant par les projets et la cybersécurité. Nous avons une présence sur 7 pays en Europe et également en Amérique du Sud. Et nous avons choisi en fait de faire un partenariat entre OB et Cyberdetect pour les raisons suivantes. Donc, la première, c'est bien évidemment les défis cyber auxquels font face nos clients, qui nécessitent des outils innovants par rapport aux nouveaux types d'attaques informatiques qui se développent et aux logiciels malveillants notamment.
Également parce que les produits de Cyberdetect ont une complémentarité avec les solutions de sécurité existantes. Et enfin, parce que nous partageons une approche client basée sur la valeur ajoutée. Alors parlons un peu du contexte cyber. Donc le milieu cyber, c'est un milieu transverse. On va retrouver des systèmes informatiques dans les voitures, dans les bateaux, dans les avions, sur nous-mêmes également. C'est un peu partout dans la vie quotidienne. Mais le milieu cyber a des frontières floues, des frontières incertaines. On ne sait pas trop où ça s'arrête. Et dans ce monde-là, il est fort difficile de pouvoir déterminer avec certitude et attribuer une attaque. La crise sanitaire a augmenté le télétravail, mais également les risques cyber pour les entreprises. Et nous faisons face de plus en plus régulièrement à des vagues de rançongiciels, de logiciels malveillants, mais aussi de leurs variants. Alors pourquoi de leurs variants? Bien entendu, c'est une raison économique pour les groupes cybercriminels, par exemple. Réutiliser le code d'un logiciel malveillant qui a permis de générer beaucoup de profits est toujours plus rentable que de passer un temps énorme de développement à en faire un nouveau. Alors revenons à l'explosion du télétravail. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bon nombre d'employés travaillent depuis chez eux et donc ont des points de connexion vers les réseaux internes de l'entreprise, dans le meilleur des cas avec un ordinateur fourni par l'entreprise, dans les cas les moins favorables avec leur matériel personnel. Mais cela veut dire qu'on augmente la surface d'attaque et donc les possibilités de problématiques. Mais il n'y a pas que cela que nous devons considérer. Il y a également les risques des interventions de sous-traitance. Et je prendrai deux exemples. Le premier est la machine du sous-traitant sur laquelle vous n'avez pas la main, sur laquelle vous ne pouvez pas installer d'antivirus, qui est utilisée que par le sous-traitant et qui se trouve quelque part, par exemple, dans votre usine. Le sous-traitant va sur cette machine et l'utilise pour pouvoir faire des mises à jour, des contrôles et de la maintenance de votre chaîne de production. De manière plus répandue, en général, bon nombre de sous-traitants viennent faire les mises à jour sur les machines nécessitant l'informatique avec des clés USB qui ne passent pas forcément par un SAS ou machine blanche, de manière à vérifier qu'elle ne possède pas de logiciel malveillant dessus. Ces deux canaux servent de plus en plus à lancer des attaques de rançongiciel ou des attaques d'espionnage industriel. Alors, nous avons beaucoup de solutions de sécurité classiques, mais force est de constater, et les articles de presse sont nombreux, qu'elles sont dépassées face à ces nouvelles menaces. D'autant plus que le risque de logiciels malveillants dormants, non détectables, est réel. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel malveillant dormant non détectable? Mais en fait, c'est un logiciel malveillant qui est installé sur votre cloud, sur votre disque dur, mais qui n'a pas encore déclenché d'action malveillante. Il est là, en sommeil, et attend d'être activé. C'est ce qu'autrefois, quelque part, on appelait la fameuse bombe logique. Mais tout ça, combien ça coûte? Prenons l'exemple du rançongiciel Ryuk. Alors, le rançongiciel Ryuk est un logiciel malveillant qui arrivait par des attaques email ciblées et permet d'installer, une fois qu'il a été lancé, au travers de cette attaque email, des logiciels malveillants tels que TrickBot, Emotet, Bazaar. Également, il arrêtait les services de sécurité classiques, antivirus, sauvegarde, et après s'attaquer au chiffrage des données.
Alors, si on regarde un petit peu les coûts annoncés dans la presse, on prend l'exemple du secteur des services, Soprasteria, le coût estimé du rançon logiciel Ryuk pour cette société est de 50 millions d'euros. Si on considère l'industrie, on s'aperçoit que le coût est bien plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement le coût de remise en état du système d'information, mais également les arrêts éventuels et perturbations éventuelles occasionnées sur la production industrielle. L'enjeu financier est énorme. C'est pourquoi il nous faut comprendre quelles sont les limites des antivirus classiques face à de telles menaces. Les antivirus classiques sont basés sur des règles et des signatures. Règles et signatures signifient quelque part qu'ils possèdent la base de données des virus existants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait face à un virus ou à un logiciel malveillant non existant? Il ne va pas le détecter. Certains antivirus un peu plus évolués vont embarquer des modules comportementaux. Mais là encore, faut-il que le logiciel malveillant ou le rançongiciel ait activé ses fonctions malveillantes pour être détecté par l'antivirus et remonter une alerte. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec le logiciel malveillant de type cheval de Troie et motet, au travers duquel un réseau de botnets était activé, on s'aperçoit que sur les 68 antivirus majeurs classiques du marché, en septembre 2020, au moment où l'alerte de l'ANSSI sort sur ce sujet, aucun ne détecte ce logiciel malveillant. Au 21 mai, 39 logiciels antivirus majeurs du marché sur 68 seulement le détectent. Et pourtant, ces problématiques de rançongiciel ou de logiciels malveillants, qui représentent seulement 5% des menaces, sont responsables de 95%, 95% des dommages. Alors, il va bien falloir mettre en place des processus de protection pour couvrir cette partie fort dommageable en cas d'attaque. L'analyse morphologique, qui a pour vocation de faire une cartographie de l'ADN du logiciel malveillant et donc de ses fonctionnalités malveillantes, est une possibilité de solution. Sans plus attendre, je laisse Régis vous présenter ce qu'est l'analyse morphologique. Merci Emmanuel pour cette introduction très, très complète. Effectivement, l'analyse morphologique qui est la technologie issue du Lauria que j'ai présentée tout à l'heure et qui est licenciée pour Cyberdetect, une licence exclusive, permet la détection de ces menaces inconnues. C'est une technologie qui ne fonctionne pas sur le comportemental en direct, comme en parlait Emmanuel tout à l'heure, ou surtout pas comme l'analyse des signatures d'antivirus, mais c'est une technologie qui décrypte les comportements embarqués dans des applications. Bien évidemment, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est une combinaison d'intelligence artificielle et de rétro-ingénierie, ça, c'est dans la technologie pure, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une technologie qui résiste aux protections, qui est complètement automatique, qui est rapide. On peut détecter des menaces en moins d'une seconde pour une partie d'analyse statique, et surtout qui est efficace même offline. Nous n'avons pas besoin, pour la technologie d'analyse morphologique, de mettre à jour des bases de données très souvent pour être efficace. C'est important dans le cas, on en a parlé également tout à l'heure, de l'industrie, où certaines machines ne sont pas connectées à Internet, ne peuvent pas se mettre à jour très souvent. Les technologies d'analyse morphologique répondent à cette problématique-là. Alors, comment ça fonctionne? On fonctionne de deux manières différentes. La première manière,
qui est l'analyse statique. Je prends un exécutable et je vais analyser le code qui compose cet exécutable, sans l'exécuter, bien évidemment. Et je vais transformer la suite d'instructions qui composent ce code exécutable sous forme d'un graphe, ce qu'on appelle, nous, le graphe de contrôle. Vous avez ici un petit exemple sur la droite du transparent qui correspond au graphe d'exécution, au graphe de contrôle d'un exécutable. Ici, on est dans le cas d'un exécutable malveillant. Et ce que vous voyez, les petites billes rouges, ce sont des composantes d'exécution, ce qu'on appelle, nous, des sites, qui sont des sites malveillants. Donc, vous voyez ici, sur cet exécutable-là, vous avez, alors je ne vais pas faire d'analyse rapide, mais à peu près 50% de suites d'exécution, de sites donc, qui sont malveillants. C'est le comportement malveillant de cet exécutable-là. Alors, il faut bien comprendre que l'ensemble du logiciel n'est pas malveillant, mais il a dans son exécution une grande partie de code malveillant. Et c'est la corrélation, quand on voit un nouvel exécutable arriver, entre des comportements qui sont des comportements malveillants, des sites malveillants que nous connaissons, et des comportements malveillants de l'exécutable actuel, qui va nous permettre de décider si cet exécutable est malveillant ou non. On n'est pas obligé d'avoir l'ensemble de l'exécutable, d'avoir la signature, parce que la signature, elle se base sur l'ensemble, et je montrerai tout à l'heure dans la démonstration, d'un exécutable pour déterminer s'il est malveillant ou non. Mais c'est simplement, on pourra avoir une seule bille rouge ou quelques billes rouges qui vont déterminer que cet exécutable est malveillant. Donc ça, c'est l'analyse statique, sans exécuter cet exécutable dont je parle. On a également une partie d'analyse dynamique où on va faire s'exécuter ce logiciel dans une machine virtuelle, dans un bac à sable. Et cette partie-là va nous permettre de résister aux packers, donc aux astuces d'anti-virtualisation, aux dissimulations qui pourraient cacher du code malveillant dans un exécutable qui paraîtrait safe dans une première approche. Alors, aujourd'hui, les pirates vont cacher très loin leur code malveillant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs vagues d'exécution d'un code qui va se réécrire, qui va se repacker, qui va se cacher, et d'avoir là je l'ai mis sur la vague numéro 18, une exécution malveillante seulement sur la vague 18. Donc, vous ne pouvez réussir à déterminer que cet exécutable est malveillant uniquement en le laissant s'exécuter et en partant jusqu'à la vague 18 et avoir ici vraiment la partie de code source qui sera un code source malveillant. Donc, c'est là où est la vraie force de Cyberdetect et de Gory, notre logiciel, c'est de pouvoir avoir deux méthodes d'analyse, statique et dynamique, et de pouvoir déterminer la vraie difficulté, la vraie malveillance d'un logiciel. Alors, un tout petit exemple informatif. Ici, vous voyez sur une exécution, la suite d'informations qui sont malveillantes. Je vais passer au suivant. Le produit, les trois produits qui sont produits par Cyberdetect, justement, sont la suite de logiciels Gory, et qui ont chacun une spécificité. Le premier logiciel qu'on utilise, c'est Gory Expert. Gory Expert, qui a été développé par Cyberdetect, permet de faire de l'analyse post-mortem. C'est un outil qui est en ligne de commande, qui est un outil assez très très performant, qui va très très loin dans l'analyse et des logiciels malveillants, qui sert à faire de l'analyse post-mortem, mais qui est à destination des reverseurs, des spécialistes de cybersécurité, des gens qui vont vouloir aller très très loin dans la décomposition et dans l'analyse d'un exécutable. Ça permet de caractériser complètement un exécutable et de savoir qu'est-ce qui est utilisé et quelles sont les menaces qui composent un logiciel. C'est un premier pas vers l'attribution. On sait qu'est-ce qui compose un logiciel,
quelles sont les parties malveillantes de ce logiciel-là. Est-ce que ça correspond à des virus ou des malwares connus? Et à partir de là, on va chercher à déterminer de qui vient cette attaque. Gory Expert, c'est vraiment l'outil pour les reverseurs qui vont vouloir décomposer complètement un malware. Le deuxième produit, c'est un produit qui est, alors je dirais pas plus grand public, mais qui est plus user-friendly, qui s'appelle Gory Cloud, qui permet de profiter du moteur d'analyse Gory, du moteur d'analyse de Gory Expert, mais de pouvoir requêter via une interface web sur un logiciel particulier, est-ce que ce logiciel est malveillant ou non, et d'avoir les mêmes résultats que fournirait Gory Expert, donc beaucoup plus facile, mais surtout d'interopérer d'être interopérable avec les solutions de sécurité existantes. On peut s'interopérer via une API REST, une API JSON. On peut s'interopérer avec Splunk, avec des syslogs. Donc vraiment d'avoir des analyses qui sont en entrée de Gory Server, de Gory Cloud, et de ressortir sur le format que vous le souhaitez. On va intégrer aujourd'hui Gory Cloud dans des stations blanches, dans des systèmes de protection existants. Et c'est 100% cloud ou on-premise si vous le souhaitez. On est vraiment ici sur la protection contre les attaques Zero Day. Ce sont des exécutables qui passent les antivirus classiques, mais que Gory Cloud est capable de détecter. Le troisième produit, qui est une évolution de notre Gory Cloud, qui s'appelle Gory Patrouille, permet de détecter des menaces dormantes. Aujourd'hui, il s'agit d'un système de patrouille, d'analyse de votre système d'information. Nous allons déployer un agent sur votre système d'information et cet agent va analyser les exécutables qui composent votre système, qui sont sur votre système d'information, et les envoyer à un moteur Gory Cloud. Donc, c'est un agent en plus de Gory Cloud et qui vous permet de faire une analyse automatique planifiée et avoir à un instant T un état de votre système, un état, est-ce qu'il est infecté ou non. Emmanuel parlait tout à l'heure d'une attaque de Ryuk. Est-ce que vous travaillez avec un fournisseur qui a été attaqué par Ryuk? Est-ce que vous avez un effet de bord? Est-ce que cette attaque a contaminé votre parc de machines et qu'il a blessé un malware dormant sur une seule des machines de votre système? Eh bien, utilisez Gory Patrouille pour vérifier à un instant T que votre système est bien propre à cet instant-là. Donc, c'est une protection contre les attaques cachées avec les avantages de Gory Expert. Alors aujourd'hui, Cyberdetect et Gory a énormément de partenaires. On a comme client l'assurance maladie, Thales, la DGA, le ministère des Armées, PwC. C'est aujourd'hui le ministère des Armées et la DGA qui sont les plus gros utilisateurs de Gory Expert, puisqu'ils ont des besoins très précis sur l'analyse des malwares et d'où est-ce qu'ils viennent. En revanche, pour l'assurance maladie, Thales et Price, nous allons utiliser des solutions Gory Cloud ou Gory Patrouille pour valider l'intégrité d'un poste ou de plusieurs postes dans ce cas-là. Aujourd'hui, nous interopérons également avec des solutions de cybersécurité comme QuarksLab ou comme Walix pour rajouter une chaîne, un maillon dans la chaîne de protection que peuvent avoir ces acteurs-là. Et puis, bien évidemment, nous sommes là aujourd'hui pour un partenariat avec OB. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour vous expliquer un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui, si vous voyez mon écran, par variant, tout d'abord. Je vais vous présenter un malware assez bien connu qui s'appelle PetiaCrypt. C'est un malware classique qui est connu depuis quelques temps déjà. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, si vous connaissez VirusTotal, un VirusTotal est un outil de Google qui permet d'interroger en parallèle plusieurs antivirus et d'avoir un avis sur différents fichiers. Donc, PetiaCrypt, quelque chose d'assez méchant, on va dire. Aujourd'hui, PetiaCrypt est détecté par quasiment tous les antivirus du marché.
je ne ferai pas de pub aujourd'hui, mais voilà, 61 sur 70 antivirus aujourd'hui détectent Petya-Crypt. Donc, ce que vous voyez ici, ce que je vous montrais dans ce petit schéma, c'est une représentation sous forme d'image de la suite des instructions de Petya-Crypt. J'ai une petite transformation qui permet de transformer Petya-Crypt en modifiant simplement, donc faire un variant, les deux premiers octets de ce Petya-Crypt. Donc ici, vous devez voir les deux images et vous voyez qu'elles se ressemblent comme des jumeaux. Les deux petites différences, elles sont ici, tout en haut à gauche. Il y a deux octets qui sont différents. Si je reprends ce fichier que je viens de créer, que j'ai créé, et que je le donne à VirusTotal, hein, donc vous voyez, hein, c'est vraiment exactement quasiment les mêmes. Une toute petite modification. Aucun antivirus, je vous l'ai passé en direct, hein, ne détecte aujourd'hui ce malware avec une toute petite modification. Alors, c'est un exemple jouet, hein, le petit exécutable que je vous ai donné là. Cette modification, bad.exe, rend l'outil non exécutable. En revanche, vous pouvez avoir un pirate un petit peu malin qui va rendre un outil déjà non exécutable et puis qui va le remodifier, qui va le reposer sur votre disque dur. Mais à un moment ou à un autre, il peut remodifier ces deux premiers octets, le rendre non exécutable, pardon, et il a passé l'ensemble de vos protections. Alors, on peut faire d'autres choses, hein. On peut transformer, par exemple, Petya et le cacher dans un logiciel bien connu qui s'appelle curl. Donc ici, je vous montre les deux images. J'ai caché mon Petya dans du curl. Vous voyez hein, qu'il y a quand même des grandes similitudes entre les deux exécutables, hein, tout simplement parce que le code malveillant qui est ici, la partie rouge au milieu, elle se retrouve dans les deux. Ce curl Petya-Crypt est un fichier exécutable, valide, que vous pouvez analyser en temps réel et qui, s'il est dans votre disque dur avant d'être exécuté, ben, sera malveillant au niveau de l'exécution. En revanche, il y a de grandes chances qu'il ait passé les antivirus actuels et qu'il ait pu tranquillement se mettre sur votre disque dur. Alors là, je vous fais vraiment le temps réel. Hein. Vous voyez, c'est un fichier qu'on connaît bien maintenant. C'est un exemple jouet. Il y a quelques mois, il n'y en avait que 5 ou 6 qui le détectaient. Aujourd'hui, ils ont progressé. Il y en a 30 sur 68 qui détectent cette modification. En revanche, si vous êtes le premier à avoir cette modification, il n'y a pas de chance pour vous. Cet exécutable-là va faire beaucoup de dégâts sur votre disque dur. Alors, je vais juste vous montrer ce qui se passe dans Gorille. Ici, c'est l'interface web dont je vous parlais tout à l'heure de Gorille. Et mon curl, il est ici. J'espère que je ne vais pas avoir droit à l'effet démo. Non. On a bien un exécutable qui est ici bien détecté par Gorille. Et on a la composition de cet exécutable-là avec l'ensemble des parties. Vous voyez qu'il y a une partie générique et une partie Galileo qui le comprennent, qui sont compris, et qui sont des parties vraiment malveillantes de cet exécutable-là de curl. Je vais vous refaire un tout dernier exemple pour vous montrer le fonctionnement de l'interface Gorille. Ici, je vais pousser un malware qui s'appelle Mystic et je vais demander une analyse et statique et dynamique de cet exécutable-là pour vous montrer un petit peu la différence. Donc, vous voyez, là, j'ai eu une analyse assez rapide. Donc, vous avez les informations hein, sur ce Mystic, hein, ce qui n'est pas forcément plus intéressant. Vous avez en statique la même définition de Mystic en disant que c'est un logiciel malveillant et sa composition. Mais ici, en plus, ce que je veux vous montrer, ce sont les différentes vagues qui ont composé l'exécution de ce Mystic, que vous voyez ici dans l'interface Gorille Cloud. Donc, vous voyez que les 5 premières vagues étaient harmless. Il ne s'est rien passé. Il s'est simplement
décompressé ou modifié. En revanche, à partir de la 8e vague, on commence à avoir un vrai comportement malicieux. Et à partir de la 10e vague, Gory a détecté, donc la 10e transformation, qu'on avait quelque chose de très malicieux qui est WannaDecryptor. Vous avez une réputation chez nous de moins 69 ou moins 100. Moins 100, si je me souviens bien, c'est le maximum chez nous. Et c'est ça qui propose le comportement le plus malveillant que nous pouvons avoir sur ce WannaCrypt. Je vais revenir à la présentation. Hop. Tout simplement. Pour vous dire que l'étape suivante, hein, c'est vous proposer un rendez-vous pour qualifier le cas d'usage. Est-ce que Gory aujourd'hui et OB peuvent vous aider dans l'analyse et la protection de votre système d'information, avec une première étape, bien évidemment, qui est la validation de votre environnement technique, de votre environnement de sécurité, pour aller plus loin. Voilà pour moi, Emmanuel. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que ça a été très clair en termes de démonstration de la facilité avec lesquelles on peut faire des variants de rançongiciel et de logiciels malveillants est déconcertante et je dirais même quelque part inquiète. Je pense que nous pouvons passer à la séance de questions-réponses. J'en vois déjà une. Alors, la question qui est posée, c'est y a-t-il une limitation dans le nombre de vagues d'attaques traitées par le produit? Alors, il y a effectivement une limitation qui est paramétrable, qui est simplement la mémoire que vous pouvez allouer à votre exécutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a officiellement aucune limitation. On va pouvoir traiter un nombre indéfini de vagues. En revanche, l'information que nous récupérons va s'arrêter, limitée par la mémoire que nous donnons à la machine virtuelle qui teste cette limitation. En revanche, ce qui est clair, c'est que si un exécutable, et ça c'est une alerte qu'on ressort, fait 10 000, 100 000, 20 000, 200 000 vagues, c'est quand même très louche, et on va sortir une alerte sur cet exécutable-là. D'accord, merci beaucoup. Il y a une autre question un peu différente qui est, je dirais, plus liée aux fréquences de mise à jour. Ce que tu as évoqué précédemment, on demande en fait là, quelle est la fréquence de remise à jour de la base de comportement malveillant. Donc, je pense qu'on est sur le cas d'usage que tu mentionnais, l'ordinateur isolé ou le PC portable qui part à l'extérieur avec une personne qui va éventuellement travailler pour une période assez longue sur un autre continent. Alors, on n'a pas besoin de faire de mise à jour régulière. Évidemment, plus vous faites de mise à jour, plus le système sera performant. En revanche, le système a par exemple été designé au départ pour travailler avec du personnel dans des sous-marins. Le personnel dans des sous-marins peut avoir des malwares. En revanche, ils ne vont pas faire des mises à jour souvent. L'idée, c'est nous restons performants en faisant une mise à jour très peu souvent. Aujourd'hui, là, ce que je vous ai donné, ce sont sur notre exemple de démo, hein, sur notre serveur de démo, on a une base de données qui date du mois de janvier, du mois de février, si je ne me trompe pas. Voilà, on reste performant sur des mises à jour très peu régulières. Donc ça c'est lié également à la technologie utilisée, qui est l'analyse morphologique, qui ne va pas donc regarder l'ensemble, je dirais, de ce qui compose l'exécutable, mais qui va prendre chaque petit morceau pour déterminer si c'est malveillant ou pas. C'est la suite de petits morceaux, de petits comportements malveillants qui nous donnent une indication sur cet exécutable-là, et pas le comportement, et pas le global du fichier.
Alors, on a une autre question, je pense que je vais y répondre. Donc, c'est les résultats d'analyse de Gorille peuvent-ils être utilisés pour du reporting vers l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et donc la CNIL, qui est l'Agence de protection des données. Et on nous dit, dans le cas d'analyse d'un incident en post-mortem. Alors, bien entendu que ça peut être utilisé et c'est même recommandé parce que effectivement, si on est face à un logiciel malveillant qui a exfiltré de la donnée, on a des obligations de reporting envers l'agence de protection des données du pays où est situé le sujet. Et en fait, Gorille va aider à caractériser, on l'a dit, le code qui a attaqué, donc à répondre à une partie du document qu'on doit remettre à l'autorité compétente. Également, ça va permettre aux responsables de traitement et à ses équipes de mettre en place le plan de remédiation. Parce que si on connaît mieux ce à quoi on fait face, forcément, on y répondra mieux pour en limiter les dégâts. Par rapport au reporting de l'ANSSI, là, c'est pour les secteurs dits sensibles qui sont soumis donc à la directive européenne sur la protection des systèmes et des réseaux. Et là encore, c'est un atout parce que ça permet de caractériser la menace et également de voir avec eux au niveau du plan de remédiation ce qui peut être fait. Il faut considérer aussi, on en parlait, que ça peut être intéressant d'attribuer la menace. Hein, si on est dans le cas de l'espionnage industriel, derrière, on va pouvoir avoir des recours juridiques hein, pour éventuellement recouvrer une partie des pertes financières qu'a occasionné l'attaque. Est-ce que tu vois d'autres questions, Régis, de ton côté? Alors, j'avais des questions dans justement le côté question. Quelle est la stratégie si existante, logiciel libre ainsi que l'interconnexion avec des API pour partager des indicateurs avec des SIAM et des MISP? Donc, le partage d'indicateurs, on y en a parlé. Avez-vous un standard de partage reconnu? Donc, aujourd'hui, hein, on n'est pas sur du logiciel libre. Hein, c'est donc, vous l'avez compris, c'est un logiciel qui appartient à la société Cyberdetect. On a une API d'interconnexion, une API REST, et nous développons à la demande des connecteurs avec cette API. Voilà, c'est un petit peu ça. On est à la carte sur l'interconnexion, on essaye d'en avoir un maximum, mais le fait de passer par cette API REST nous permet d'être le plus rapide possible sur cette interconnexion. Alors, je vais rebondir parce que donc Ouais, la MISP, en fait, c'est la plateforme de partage d'informations sur les malwares, ouais, donc qui est quelque chose qui est fondé par l'Union européenne et développé là par le Luxembourg. Je pense que on pourra, enfin, discuter de la possibilité de connexion de manière séparée. Hein, parce qu'il faut regarder techniquement en termes d'API si c'est connectable ou pas. Donc je pense que c'est un rendez-vous personnalisé pour répondre sur cette exactement. partie de la question. Voilà. Donc l'API REST, c'est du JSON, hein, donc c'est un format C'est ça. qui est couramment utilisé. Donc sur cette partie-là, en termes de connectivité, il est effectivement assez facile de pouvoir interagir avec l'API. Il y a encore deux questions. Celle-ci est facile. Allez-vous partager les slides? Oui. Et une dernière question, toujours de Steve Clément. Pouvez-vous approfondir le format curl? Je n'ai pas compris le détail. D'accord. Tout simplement, je vais revenir ici. Ce qui s'est passé pour curl, hein, sans remontrer en remontrant l'image, c'est qu'on prend Petya et on l'injecte dans le code exécutable de curl. C'est-à-dire qu'au moment où vous pensez exécuter curl, vous allez exécuter
le début de curl, et à un moment, grâce à cette injection, vous allez exécuter le code source, le code de Petya. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas si j'ai été plus clair, mais on peut en rediscuter avec des spécialistes du domaine, hein, pour vous présenter exactement ce qui est fait et ce qui est fait dans cette injection-là. Et je n'ai plus de questions. Enfin, je ne crois pas. De mon côté non plus, Ok. Eh de mon bien, côté non plus, il n'y a plus de questions. Donc, je ouais. pense que on peut clôturer. Je te laisse conclure, Emmanuel, si tu veux rajouter 2 mots. Bah, Je pense écoute, qu'on est bon. oui, pourquoi pas. Donc, nous avons présenté un moyen en fait de limiter ces risques importants. L'analyse morphologique est à considérer effectivement comme une brique supplémentaire dans un portefeuille de solutions de cybersécurité, hein. Il ne faut pas évidemment arrêter vos antivirus classiques, vos SIEM, etc., et vos logiciels comportementaux, mais en fait, l'analyse morphologique, en cela qu'elle travaille sur l'ADN de l'exécutable, va permettre de trouver des menaces qui ne sont pas trouvées parce qu'elles n'ont pas encore activé leur comportement malveillant ou parce qu'elles n'existent pas dans les bases de signatures classiques. Nous vous remercions tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé pour discuter de votre cas d'usage et de comment intégrer le produit Gorille dans votre écosystème. Nous restons à votre disposition. Bonne Merci journée beaucoup. à toutes et à toutes. À bientôt.